Bonjour, bonsoir à tous, bonjour, bonsoir à toutes, bonjour, bonsoir à vos poilus. Ça faisait bien longtemps que je n'avais pas fait de vidéo, mais la vidéo que je m'apprête à faire m'a été demandée une quantité de fois, tu peux pas savoir. Vous m'avez chaque fois demandé par message privé si vous pouviez faire confiance à tel ou tel éducateur canin sur YouTube, sur Internet, qu'est-ce que j'en pensais, qu'il fallait que j'en parle, qu'un article écrit c'était pas suffisant, qu'il fallait que j'entre dans le game en dénonçant, etc., ce qui n'allait pas, blablabla. Bla bla. Et c'est pas évident parce qu'on est une petite communauté de 2000 personnes avec un noyau dur d'une centaine de personnes. Moi, je ne vends rien. Et ces gens-là ont des communautés qui dépassent parfois presque le demi-million de personnes et qui sont des communautés un peu haineuses. Vous comprendrez que je n'ai pas envie de me les mettre à dos. Ceci étant, ma mission, mon obligation telle que je la conçois, c'est quand même de vous conseiller pour le bien-être de vos chiens et de vos chats, de vos poilus. En l'occurrence, vos chiens, vu qu'on va parler des éducateurs comportementalistes que vous m'avez mentionnés, mais cette vidéo s'adressera aussi pour les chats. Pourquoi ? Parce que plutôt que de les cibler, je vais plutôt vous donner des pistes pour que vous-même vous sachiez savoir et reconnaître qui est digne ou non de votre confiance. Ça, vous pourrez l'appliquer à n'importe quel éducateur canin, que ce soit un éducateur canin présent sur les réseaux sociaux, sur X, anciennement Twitter, YouTube, TikTok, ou celui du coin de votre rue en présentiel. Alors, vous m'aviez demandé mon avis sur Esprit Dog, 340 000 abonnés. Eric Tramson, lui, c'est 300, je ne sais plus combien aussi, 1000, c'est pas 400, abonnés sur sa chaîne. César Milan, Tony et Léon, et Duc Dog, 441 000 abonnés. Alors, moi, sur YouTube, je suis Manuel, une mascotte à Familia Felices, c'est 541 000 abonnés, mais c'est un vétérinaire espagnol qui fait des choses très très bien, mais vous ne pourrez pas suivre son contenu. Mais donc, ou alors, si vous pouvez, je vous le conseille. Bon, alors, Eric Tramson, j'ai été un peu voir tout ce que ces gens-là faisaient. Et du coup, je vais vous donner des pistes parce qu'il y a du bon et il y a du pas bon. Et voilà, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Et puis, voilà, c'est mon avis personnel. Vous pouvez en débattre dans les commentaires sereinement. S'il y a la moindre trace de haters nerveux ou quoi, je bannirai les commentaires tout court de la vidéo, je ne sais pas que ça va faire. Bon, alors, Eric Tramson, j'ai été voir ce qu'il faisait. Lui, j'ai quand même un petit point de détail, c'est que j'ai pas compris très bien. Parce que j'ai été sur son site, je sais même pas très bien ce qu'il fait. Mais moi, je me suis déjà arrêté parce que j'ai lu sa propre présentation de lui-même. Et il dit qu'il fait de la communication salivaire. Apparemment, c'est sa méthode. J'ai entendu, j'ai lu communication, ça m'a fait penser à communication animale, les gens qui prétendument communiqueraient par télépathie avec nos chiens et nos chats. Hein, ça, je l'avais débunké en piégeant une fameuse communicatrice, je sais pas comment, médium animal, je sais pas comment on appelle ça, qui sur Facebook vendait ses conseils, blablabla, et en privé venait me demander à moi des problèmes pour son chien à elle. Bon, bah, elle ne pouvait pas communiquer avec le sien apparemment, et elle venait voir un professionnel à ce moment-là. Donc, il donnait des conseils gratuits en plus. Mais bon, Eric Tramson, communication salivaire. Bon, n'étant pas fermé d'esprit, je me suis dit, on va lire, on va voir, peut-être qu'il y a des études, quelque chose, mais déjà, je ne comprenais pas très bien ce que ça pouvait être de la communication salivaire avec son chien. Et
En lisant l'article où il se présente et se défend, parce qu'apparemment il a été mis en cause par l'ordre des vétérinaires en France et tout ça, sans suite, bon, devant la justice. Mais bon, en lisant sa propre présentation, son article pour sa défense et pour prouver que sa méthode fonctionne, quand tu lis ça, déjà, il te parle du fait que la salive pour chien n'est pas toxique pour l'homme, à part s'il y a... Bon, déjà, ça, il ne le précise pas, mais c'est évidemment dans certains cas, si l'être humain est immunodéficient, donc il a une faiblesse du système immunitaire, la salive d'un chien peut être dangereuse, et ça dépend aussi de l'hygiène du chien, de la santé du chien, de comment vous le maintenez en santé, etc. C'est pas aussi simple, mais c'est vrai que globalement, scientifiquement, c'est prouvé que la salive d'un chien sain sur quelqu'un qui a un système immunitaire normal, c'est inoffensif, voire même que la salive d'un chien sain, ça peut encourager le système immunitaire des enfants, ça peut aussi réduire le risque de développer des allergies aussi. Euh, bon, après, quand j'ai lu ça, j'ai pas compris ce qu'il voulait faire de cette information. Euh, et j'ai vraiment pas compris ce que c'était la communication salivaire. Est-ce qu'il roule des pelles aux chiens qu'il consulte? Et c'est pas ironique, hein. Moi, tu me dis communication salivaire, tu me précises qu'il faut pas s'inquiéter, c'est pas toxique pour nous, la salive de chien. Sa méthode est unique, révolutionnaire, et on le traite, pas moi, mais de charlatan devant la justice. Euh, et bon, dans son article, moi, à mon avis, c'est peu orthodoxe et peu commun ce que fait ce monsieur. Et c'est pas clair, donc est-ce qu'il roule des patins aux chiens et puis il en déduit un truc, ou est-ce qu'il boit leur salive, ou est-ce que... je sais pas très bien ce qu'il fait. Ensuite, il dit, je me suis basé pour faire ma méthode sur de l'empirisme. Empirique, ça veut dire voir les choses avec de la distance, blablabla, depuis voilà. Après, il dit, voilà, je me suis basé sur Pavlov. Pavlov, c'est du name dropping. On sait que c'est Pavlov qui a découvert le système, on va dire, de action-réponse chez le chien, qui a mené au dressage qui ne devrait plus exister comme pratique, parce que c'était donc le dressage, c'est l'éducation par la sanction. Voilà. Donc Pavlov, c'est vrai qu'il a découvert ce mécanisme de stimuli-réponse et de déclenchement automatique, ce qu'on appelle un déclenchement pavlovien. Mais faut creuser le sujet. Dire qu'on a pratiqué comme Pavlov, c'est pas une bonne chose au XXIe siècle, parce que Pavlov, vous avez peut-être tous et toutes en tête l'expérience. C'est un chien, il faisait sonner une clochette et il lui servait à manger juste après, et à la fin, il a remarqué que quand il sonnait la clochette, même s'il n'y avait pas à manger, le chien salivait, parce que oui, le chien associe clochette, nourriture. Donc ça, c'est innocent, sauf que quand tu as fait de l'éthologie, que tu sais, etc., Pavlov, c'est pas mignon, parce que ça, c'est la version qu'on présente, mais c'était quand même très barbare. Les chiens ne vivaient pas heureux, c'était de l'expérimentation animale. Ils étaient attachés, maintenus contraints, pas heureux du tout lors des expériences. Hors des expériences, ils vivaient dans des cages, et pour étudier le stimuli, il y avait des trucs, le crâne ouvert dans le cerveau, enfin bon bref, toi-même tu sais, c'était pas la joie. Donc dire qu'on a fait comme Pavlov pour démontrer que ça fonctionnait, soit il ne sait pas ce que c'est de reproduire une expérience dans le domaine scientifique, donc il n'a pas fait comme Pavlov parce qu'il ne sait pas de quoi il parle, soit il l'a fait, et alors voilà. Donc moi, Eric Tramson, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, je vais pas aller plus loin, mais j'en parle parce que j'ai vu sa communauté YouTube, et c'est des centaines de milliers de personnes, je crois, ou 50 000 personnes, bref, ça fait quand même beaucoup de monde. Donc il a une crédibilité, une street credibility. Après, vous m'avez cité Esprit Dog, César Milan, Tony et Léon, qui sont vétérinaires, et Duc Dog, voilà. Bon, alors, sur les autres, qu'est-ce qu'on peut dire? Comment savoir? Alors, première chose à laquelle moi je me suis intéressé pour tout le monde, ça va être d'aller voir quelle a été leur approche du métier d'éducateur.
comment ils en sont arrivés à l'éducation canine. Et si tu lis un parcours, moi par exemple, c'est tout bête, j'ai vu le film Un voyage sans fin de Disney quand j'étais petit, où on anthropomorphisait trois animaux, un chien, deux chiens et une chatte, Sassy, Chance et comment il s'appelait le Golden Jadot, un truc comme ça. Bon, je chialais ma vie et je me suis dit, oh, c'est trop bien. C'est vrai que j'aimerais bien savoir comment ils pensent et ils ont l'air d'avoir des sentiments. Bon, je suis tombé dans le panneau alors que ce film c'est un de mes films préférés, mais il a été tourné dans des conditions horribles par Disney. C'était à l'époque où, pour faire la scène dans la chaîne de montagne, dans la cascade où le chat essaie de nager, en fait, ils ont utilisé plusieurs siamois. Il y en a un qui s'est noyé parce qu'à l'époque, on utilisait les animaux dans le cinéma comme tu peux pas savoir. Enfin bref. Bon, c'est un joli film qui est une adaptation d'un autre film de Disney encore plus vieux, qui est une adaptation d'un roman. Voilà. Bon, alors j'ai fait ça. Donc, adulte, j'ai fait 1 an d'éthologie, puis j'ai fait 1 an d'éducation, puis j'ai fait 2 ans de comportementalisme canin en faisant de la pratique. Et puis, j'ai commencé, et je me suis mis à mon compte, j'ai développé ma méthode. Si la personne est arrivée dans le monde du chien par le dressage, c'est pas très bon. Si la personne est arrivée dans le monde du chien par un biais utilitaire, c'est-à-dire par exemple des gens qui auraient été maîtres chiens, quelque chose que moi, philosophiquement déjà, je combats, l'utilisation des chiens par la police, et par les agents de sécurité. Donc, si ils ont une vision donc utilitariste du chien comme un outil de travail, et qu'après ils ont digressé vers le dressage, puis se sont spécialisés, pour moi, la base, la racine est mauvaise. Et donc moi, d'instinct, je demanderais à un vétérinaire ou à un autre expert d'une autre nature de vérifier ses conseils. Alors, un autre truc hyper facile, et là on va comparer direct avec moi, c'est est-ce que le mec ou la fille vendent des trucs? Est-ce que leur but c'est d'aider? Genre moi, il y a mes vidéos qui stagnent, les gens les regardent, j'essaie de répondre aux commentaires, mais la chaîne n'est pas monétisée, je ne vends rien, en tout cas peut-être un jour un bouquin si vous continuez d'insister, mais de base c'est pas fait pour ça, je ne vis pas de ça, je fais de la consultance parfois pour le privé, mais bon voilà, moi je ne travaille pas pour le public, donc je vous vends rien. Donc est-ce que eux essaient de vous vendre des formations? Est-ce qu'ils essaient de vous vendre des trucs un peu oufissimes? Est-ce qu'ils ont toujours raison déjà? Est-ce que ces personnes ont toujours raison? Et surtout, est-ce qu'ils vous vendent quelque chose? Si la vidéo commence par poum, pam, poum, 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 moi, mon chien, moi et mon chien, et hop, un chien qui s'assied, un chien qui saute, un chien qui nage, un chien qui vole, hein, et hop, et le gars fait, hey, yeah, ouais, toi aussi, ouais, en mode coach américain, comme ça. Bon, il veut vendre quelque chose, quoi. Donc, si on veut vendre un truc, moi, je me méfie plus quand c'est très marketeux. Après, ça marche, hein. Je vois le nombre d'abonnés de ces gens, ça marche et ça fonctionne mieux que moi, hein. Mais bon, déjà, s'ils vendent quelque chose, il y a doute. Après, ça m'ennuie parce que les gens que j'ai en tête maintenant, là, dans mes exemples, j'ai regardé des vidéos d'eux, et alors, il y a des trucs qui disent qu'ils sont vrais, et puis il y a des trucs qui disent qu'ils sont des aberrations, quoi. Donc, comment déceler ça? Tu regardes les déclarations, et si quelqu'un a dit, par exemple, avant même les résultats d'expertise et tout, des trucs genre, mais moi, vous savez, moi, parce qu'ils vendent quelque chose, si on m'avait confié Curtis, je l'aurais remis dans le droit chemin, hein, l'euthanasier, vous êtes des monstres, et bli, et bla, et bloum, et bloum, c'est nier une partie de notre profession, qui est le traitement des chiens agressifs. Et quand on traite des chiens agressifs, oui,
parfois, on doit tout faire pour éviter ce cas de figure, mais parfois, c'est notre devoir d'acter que le chien est irrécupérable, autant pour sa dignité en tant qu'être vivant. Je ne sais pas ce qui est mieux entre vivre enfermé dans une toute petite cage toute sa vie ou être endormi, et la dangerosité que représente cet être vivant pour la communauté humaine et même les autres chiens, les chats, etc. Parfois, il y a des chiens qu'on doit piquer parce qu'ils sont irrécupérables. C'est le cas de Curtis. C'est pas la faute du chien, c'est la faute des salopards qui l'ont dressé à ça et qui l'ont twisté, conditionné de manière malsaine et, pour en faire un tueur. Mais en attendant, c'est lui qui est devenu tueur. Donc il est innocent, mais il est responsable des actes commis. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelqu'un qui prétendrait que moi, je peux sauver tous les chiens, c'est qu'une question de motivation, de talent et de tout ce que tu veux, bah, ce serait le médecin qui dirait moi médecin, personne ne meurt, je soigne toutes les maladies, quoi. C'est pas très crédible, quoi. Un médecin, bah, il doit aussi envisager la mort du patient pour pouvoir l'accompagner dans la mort. Bah, c'est un peu notre boulot. Moi, j'accompagnais beaucoup de personnes qui faisaient euthanasier leurs chiens pour pas de vieillesse ou alors suite parce que c'était des chiens agressifs, irrécupérables. Ça fait partie de notre métier, ça fait partie de notre quotidien. Donc, dire que ça n'existe pas et qu'on peut tout résoudre, c'est faux. Donc, rassurez-vous, majoritairement, quand on s'occupe d'un chien agressif, dans la majorité des cas, on les sauve. Vraiment un gros 90%, 90% des fois. Si c'est pris, on peut. Mais s'il y a un cas de marronnage, donc de retour à l'état sauvage et des choses comme ça, on peut pas, quoi. On peut pas, et dire qu'on peut, c'est mentir aux gens. Après, il y a quoi d'autre? Dire que le dressage égale l'éducation, c'est-à-dire pratiquer comme on pratiquait au 19e siècle, par stimuli négatifs, ce qu'on appelle l'éducation positive, alors que c'est pas du tout ça. Faire marcher son chien au pas de manière militaire, en laisse, en être fier que quand on claque des doigts, le chien va au panier et qu'on prétend que c'est pas de la programmation, mais que c'est juste qu'il est bien éduqué et tout, alors que c'est clairement le chien, ben, si il va se coucher, ben, il a une récompense, s'il y va pas, il n'en a pas, donc il y a quand même un acte négatif, c'est quand même du dressage. Donc on montre au chien que s'il ne fait pas ce que l'être humain veut, il va avoir une conséquence négative à ça. Donc c'est par la négativité qu'on lui apprend des choses, et donc ça c'est pas l'éduquer, c'est le dresser. Dresser un animal, ça peut aller du très violent avec des coups de tatane dans la gueule, à simplement le frustrer psychologiquement s'il ne fait pas ce que vous voulez. La cloche du village, ça m'en prendra à faire des vidéos tard. Après, il y a autre chose aussi, c'est moi, ayant une formation scientifique, je sais que ce que je vous dis aujourd'hui, ce que je vous ai dit hier, et j'ai même une vidéo de la chaîne sur ça, c'est pas gravé dans le marbre. Pourquoi? Parce que l'éthologie, donc l'étude du comportement animal, est une science comme toute science. Le propre de la science, c'est de se tromper, d'admettre qu'on s'est trompé, de corriger. On ne détient pas la vérité. On fait au mieux en fonction des connaissances en notre possession, disponibles. Par exemple, moi, avant, comme beaucoup de gens, je pensais que c'était bien de donner du barf, de la raw food, donner de la viande crue, du poulet cru. Je l'ai fait parce qu'on pensait que c'était bien à une époque. Puis,
il y a eu un tournant où la communauté scientifique a quand même dit, les gars, c'est pas terrible parce que la salmonelle, parce que l'acide des chiens est quand même moins acide que ce qu'on pensait. La salmonelle attaque quand même beaucoup les chiens, c'est pas une bonne idée. Une surprotéine aux œufs, c'est pas équilibré et c'est dangereux parce que les os, quand ça casse, voilà, il peut y avoir voilà, des trachéotomies faites sur les chiens ou alors des estomacs percés. Enfin, toute une histoire que tu peux pas savoir et qu'il vaut mieux quand même privilégier ou la cuisine ménagère, donc cuisiner pour son chien. Ouais, tu peux donner ce que toi tu mangerais cru comme viande, c'est-à-dire du poisson pré-surgelé pour tuer les parasites et que des poissons carnivores qu'on peut consommer cru après congélation, style saumon, thon, maquereau. Bon, pas des poissons de rivière, pas des poissons d'eau, tu donnes pas du cabillaud cru, tu donnes pas pas moi, la truite, faut voir, je sais pas, je sais pas penser sur le cas de la truite, mais tu donnes pas n'importe quoi cru, et tu peux donner du tartare de bœuf, de la viande de bœuf crue à ton chien, parce que nous on peut, donc voilà, c'est déjà un bon indicateur. Si nous, au niveau des viandes uniquement, hein, vous savez très bien qu'il y a des aliments que nous on mange que les chiens ne peuvent pas consommer. Au niveau des viandes, généralement, si nous on peut, il n'y a pas de raison que le chien ne puisse pas. Mais bon, moi, bah, j'ai dû faire mon mea culpa et me remettre sur le droit chemin parce que j'avais dit une bêtise. C'était pas de mon fait. J'avais suivi l'état de l'art à cette époque. Et bah, ça a été démenti. Et donc, c'est le propre, c'est de se remettre en question. Exemple, César Millan, pendant des années, c'était la référence. Et avec les études éthologiques et comportementales sur les chiens, on s'est quand même rendu compte qu'il faisait du gros caca, César Millan. Qu'il maltraitait les chiens et que sa méthode ne fonctionnait pas du tout, en plus d'être malsaine. Donc César Millan, c'est tout ce qu'il faut éviter. Pourtant, plein de gens ont été formés comme ça. Plein de gens ont été formés, et comme ce ne sont pas des scientifiques, les dresseurs, et certains comportementalistes qui sont comportementalistes parce qu'il n'y a pas de loi pour légiférer là-dessus, qui ont eu des formations qui ne comportent pas l'esprit scientifique, la méthode scientifique, bah, ils ont une méthode qu'ils ont appris il y a 5, 10, 15, 20 ans, voire parfois plus longtemps, qu'ils ne vont jamais remettre en question parce qu'ils ne se tiennent pas au courant des dernières études, des dernières recherches, ils ne vont pas à des colloques sur le comportement animal, ils ne se tiennent pas à jour sur l'état de l'art de la situation de l'éthologie canine et ou féline. Et du coup, bah, ils ont des méthodes ultra archaïques. Et alors, ils ont le fameux « j'ai raison et toi pas ». Et à la limite, quand tu leur dis « mais pourquoi tout dit le contraire, qu'est-ce qui toi ?» Il fait bah, « j'ai toujours fait comme ça fonctionne ». Et le limite, c'est un « ta gueule, c'est magique ». C'est un peu ça. Donc, quand ils ne se remettent pas en question bah, et qu'ils pratiquent comme on pratiquait dans les années 90, dans les années 90, bah, c'est qu'ils ne sont pas bons. Voilà. Et alors, dernier truc, si ils ont quelque chose de trop extraordinaire, exemple, voilà, la communication animale, hein, genre de la télépathie avec ton chien ou ton chat ou ton canari, bah ça semble pas possible, donc bah, c'est pas possible, hein, de facto, hein, je pourrais vous l'expliquer, mais ça me semble tellement évident. On ne peut pas communiquer télépathiquement tout court avec personne. Déjà, entre êtres humains, on ne peut pas. Mais alors, entre un chien et toi, ça veut dire déjà que vous partageriez le même langage, qui parlerait français parfaitement. Vous aussi, ça tombe bien. Comment ça se fait qu'il pense en français et tout? Ça, c'est pas possible déjà. Donc, voilà. Et... ou alors, voilà, j'avais vu un truc, un gars qui avait donc un chiot agressif, qu'il avait mis avec un chien adulte, et prétendument, il possédait un chien thérapeute. Bah évidemment, c'est épatant. Il est tellement bon que ces chiens sont thérapeutes d'autres chiens. Bah ça, c'est une fausse information à la toute base, parce que ça n'existe pas. Dans cette vidéo que j'ai vue par exemple, bah, c'est un comportement totalement normal de meute en fait. Ce qu'a fait le gars, c'est prendre un chien adulte équilibré, donc ça il a réussi à avoir un chien adulte équilibré, et il lui présente un chiot agressif. Bah, qu'est-ce qui va se passer? Bah, ce qui se passerait partout.
le chien adulte équilibré va réprimander le chiot agressif parce qu'il ne va pas se laisser malmener par un chiot. Du coup, ça va corriger le chiot agressif. Et c'est ce qu'il faut faire. Hein, c'est l'immersion en meute. Hein, mais ça n'en fait pas un chien thérapeute. Je veux dire, Vesta, ma chihuahua, tu la mets avec un chiot qui est agressif, elle va le recadrer. Et c'est pas pour autant que c'est une chienne thérapeute, quoi. C'est juste que c'est la méthode par immersion et la désensibilisation à la morsure par l'immersion et en meute, et c'est tout, quoi. Et alors les gens qui vous parlent encore de colliers, de colliers électriques à pic, de muselières comme une sanction, qui mettent les chiens dans les cages et tout ça, bah voilà. Autre chose aussi, et il y a une fête qui commence dans le village, alors je vais essayer d'écourter. Euh, les gens que vous voyez être très physiques avec les chiens, donc les bousculer, tout ça, pour essayer de les calmer et tout, vous savez que c'est pas bon. Parce que si dans la méthode, il y a contact physique avec le chien, c'est-à-dire un rapport de force avec le chien, ce n'est pas la bonne méthode. Il ne faut jamais de rapport de force parce que ça induit une forme de violence, même si c'est sous forme de jeu, et c'est dangereux pour vous et c'est pas bon pour le chien. Parce que ça va exciter le chien, ça va pas le stabiliser, et si vous faites ça avec un molossoïde de 40-50 kilos, un adulte, si un jour il s'énerve contre vous, ben, vous êtes foutu. Donc ce n'est pas la méthode à préconiser. Donc s'il y a un contact physique avec le chien, c'est mort, c'est pas bon. Donc récapitulons, voyez comment la personne approche de manière globale la profession d'éducateur. Ah oui, et un autre truc aussi qui m'avait marqué, si on vous dit on éduque tous les chiens s'éduquent de la même façon, c'est faux de vous dire que telle race est plus compliquée qu'une autre et tac, 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 tac. C'est nier le principe même de l'eugénisme humain sur la sélection des chiens pour créer des races qui ont été justement précisément choisies pour développer certains patrons moteurs et certains types de comportements. Donc, un éducateur qui ne serait pas au courant ou qui nierait ça et dirait, ben voilà, un chihuahua, c'est pareil qu'un Shiba Inu ou un Sharpei, c'est pareil qu'un berger blanc suisse, ben, c'est qu'il ne sait pas de quoi il parle, déjà de base, et donc laissez tomber, quoi. Donc, comment il en est, ou elle en est arrivée à, à ça, à la profession du chien? Est-ce que c'était un maître chien? Est-ce que c'était un gardien, un agent de gardiennage avec un chien? Est-ce que de base c'est un vétérinaire? Est-ce que de base il a une formation un peu scientifique, style est-ce qu'il a fait de l'éthologie? Voilà. Euh, Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il ne va pas plus loin que ses propres compétences? Un éducateur, c'est pas un comportementaliste. Donc, s'il y a un problème de comportement, donc typiquement de l'agressivité ou de l'anxiété, etc., et qui se prétend éducateur, c'est pas son métier, le comportement. Donc, il ne devrait pas traiter ça. Déjà, il ne devrait pas traiter ça. Il devrait rediriger vers un comportementaliste. Ce que font les bons vétérinaires, hein, qui ne cumulent pas les deux, parce que c'est quand même pas simple hein, d'être comportementaliste. Hein. Bon, quand tu as fait déjà vétérinaire, tu n'as pas toujours envie d'enchaîner, hein, surtout pour ce que ça rapporte, comportementaliste. Donc, en général, un bon veto, il te redirige hein, vers un comportementaliste sans honte. C'est comme beaucoup de gens à moi me demandent parfois des conseils vétérinaires. Mon chien, il a tel type de blessure. Parfois, je peux aider parce que c'est évident, mais souvent, moi, je suis le premier quand mon chien cuine ou a une verrue ou fait de la diarrhée, ou j'appelle mon VT comme un taré, ou je vais tout de suite aux urgences. Si par exemple ma chienne récemment elle ronflait trop, elle avait du mal à respirer, tout de suite chez le vétérinaire en même pas 24 heures. Je ne suis pas vétérinaire. Donc un vétérinaire n'est pas comportementaliste. Un éleveur est tout sauf un comportementaliste. Et alors l'éleveur, et l'argument de dire moi j'ai toujours eu des chiens, du coup je sais, t'as rien à m'apprendre, je sais comment ça fonctionne, c'est aussi pertinent qu'une maman aussi, ou un papa, aussi honorable soit-il ou soit-elle, qui dirait à un pédiatre ou un pédopsychiatre, moi j'ai eu 5 enfants, tu vas rien m'apprendre sur la psychiatrie des enfants ou sur leur santé. C'est pas parce que tu en as eu beaucoup, ça peut faire 5 enfants que tu as éduqués dans l'erreur, tu peux avoir eu des chiens toute ta vie et t'être trompé toute ta vie. Encore plus
Si tu as eu des chiens toute ta vie et que tu es âgé, tu vois ce que je veux dire, quoi. Parce que comment on traitait les chiens il y a 30 ans, même si tu as grandi avec des chiens depuis tout petit, faut voir comment on traitait les chiens. Donc déjà, peut-être que tu as un prisme déjà qui est pourri. Donc, comment on en est arrivé au métier du chien? Est-ce qu'ils vendent ou pas des trucs? C'est pas honteux de vendre, mais il faut une honnêteté intellectuelle. Donc, est-ce qu'ils vendent du miracle? Est-ce qu'ils font tout mieux que tout le monde? Est-ce qu'ils acceptent de se remettre en question? Est-ce qu'ils se remettent volontairement en question? Est-ce qu'ils font une sorte de formation continue? Est-ce qu'ils s'auto-débunkent? Euh, Est-ce qu'ils proposent des trucs un peu trop beaux pour être vrais? Pam 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 pam. Et bon, bref, je crois qu'on a fait le tour de la question. Voilà. Donc, Esprit Dog et compagnie, Eric Tramson, Tony et Léon, Educ Dog et tout ça. Votre éducateur du coin, etc. Est-ce qu'ils vous poussent à la consommation? Est-ce qu'ils veulent absolument vendre des trucs? Qu'est-ce qui prime le plus pour eux? C'est le chien ou les vues ou l'argent, en fait. C'est à vous de voir. Bah, franchement, ils disent des bonnes choses. Il y en a qui disent des bonnes choses, il y en a qui disent des mauvaises choses dans les noms que vous m'avez cités. Je vous dirai pas qui dit bien ou qui dit mal, mais si vous êtes des followers, des membres actifs de la communauté de telle ou telle personne, moi j'ai listé les trucs qui font que vous devriez vous méfier d'un éducateur ou un comportementaliste canin. Je ne sais pas si ces gens pratiquent ce que j'ai dénoncé. Donc ça sert à rien de m'attaquer en commentaire, genre oh mais il fait ça, mais en réalité lui parce qu'il est différent. Non, si tu l'as reconnu dans ce que j'ai dit, c'est pas bon, ça pue parce que moi je cible personne. Je dis juste moi j'ai juste été voir 2-3 vidéos, donc j'ai pas assez que pour dire que c'est bien ou mal parce que il y a du bon et du mauvais. Même Eric Tramson avec sa communication salivaire, là, moi j'ai pas été beaucoup plus loin, donc à la limite j'ai peut-être mal compris et tout. Après, bon, César Milan c'est de notoriété publique qui fait de la merde, donc c'est pas nouveau. Les autres, faut voir quoi. Et souvent, pas toujours, parce que par exemple, Mascotte et Familia Feliz, c'est 541 000 abonnés, mais souvent quand il y a beaucoup d'abonnés, c'est pas beau quoi. Parce que c'est quand même le truc le plus récurrent. Par exemple, Manuel de la chaîne espagnole en question, c'est un vétérinaire. Et lui, c'est son boulot et il fait des vidéos et c'est gratuit. Il pousse pas à aller chez lui spécialement. Voilà quoi. Vous voyez, il ne dit pas venez à mon cabinet, et moi je suis trop bien, blablabla. Non, il parle de manière neutre du sujet quoi. Ils vendent rien. Et en général, les gens qui vendent rien et qui partagent juste du savoir pour le bien-être de l'animal, ça sent meilleur que la personne qui vous vend des formations, donc elle a un produit à vendre, et je crois que son but premier, c'est de vous vendre quelque chose, et c'est pas le bien-être de votre animal. Et donc, je ne sais pas si Esprit Dog pratique ça, Eric Tramson, Tony et Léon et Duc Dog vendent des trucs ou pas, c'est à vous de voir. Mais moi, je vous ai donné une grille d'analyse, et en fonction de cette grille d'analyse, c'est à vous de vous faire votre opinion sur ces gens que vous suivez, selon mon opinion qui vaut ce qu'elle vaut et la confiance que vous me prêtez ou non. Mais je ne vendrai pas de beurre aux Allemands en allant faire l'inquisition de ces potentiels confrères ou consoeurs. Mais je vous ai donné une grille de lecture sur ce qui devrait vous faire comprendre que ça n'a pas l'air de tenir la route, quoi. Voilà. Sur ce, à une prochaine peut-être. Et ce qui ne change pas par contre, c'est surtout, prenez bien soin de vos poilus.